Et bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre entre professionnels sur le thème du photovoltaïque dans le tertiaire. Je vais commencer, si vous voulez bien, par présenter rapidement Aqua pour ceux qui ne nous connaissent pas et ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on y passe à chaque fois. Voilà, c'est bien. Donc, rapidement, Aqua, nous sommes une association loi 1901 avec différentes thématiques, partenaires différents axes. On fait principalement de la sensibilisation, on fait également de l'information. On participe à différents groupes de travail, beaucoup à travers le programme Ombré, qui est détaillé par la suite, qui est piloté par l'AQC. On fait également des formations pour professionnels. On invite à suivre nos actualités sur les réseaux et également sur notre site internet. Vous retrouvez le catalogue également sur le site de l'organisme de formation de Fire Became. On participe beaucoup aussi au programme FIBAT sur la conception des contenus, mais également sur le déploiement actuellement des formations pour la formation initiale, pour les enseignants, et on fait également de l'accompagnement de structures. Thématiques concrètes, vous les trouvez à l'écran. On va parler d'architecture climatique, mais aussi de matériaux locaux, de développement durable. On a un centre de ressources, donc si vous cherchez des documents, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On verra ce qu'on a en physique et en virtuel également. On essaie de capitaliser toutes les études sur cette thématique. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux qui sont indiqués ici. On n'est toujours pas sur TikTok ni sur Snapchat, mais on est sur les WhatsApp et Facebook parce qu'on est de cette génération là-bas. Le programme Ombré, je le mentionne parce qu'il est quand même très intéressant et surtout pour vous les professionnels. Donc c'est un programme inter-outre-mer, ça veut dire inter-outre-mer sur des bâtiments résilients et économes en énergie. Ça, ce sont les partenaires des autres DOM qui l'animent sur leur territoire. La les DOM a été remplacée par le CAU Mayotte d'ailleurs pour la deuxième mouture. Le premier programme Ombré s'est déroulé de 2020 à 2022 et il y avait donc un incubateur de projets. C'est-à-dire que si des porteurs, qui sont souvent des bureaux d'études, ont des projets en lien avec les thématiques cibles du programme, ils peuvent postuler et voici les lauréats ont été sélectionnés. Maintenant, les résultats sont publiés parce que ça date maintenant de 3 ans déjà. Oui. Ça date, ça passe vite. On va finir une deuxième vague. C'est ça. Cette année, ça passe trop vite. Ça reste quand même des études. Je ne vais pas toutes les détailler. Si vous cherchez des informations, je vous invite à taper le nom du programme sur Internet. Vous devez trouver les infos. Et Ombré a également été le porteur de tous justement ces petits guides que je vous propose maintenant en lecture gratuite sur la table qui est derrière. Et donc, il y a différents supports thématiques qui ont été abordés. Donc, protection solaire et toiture et végétalisation de bâtiments en Guadeloupe. Protection solaire des façades cette fois et ventilation naturelle en Martinique. Nous, on s'est consacré à l'isolation des toits, en physique malheureusement. La Réunion, elle, s'est consacrée à l'eau chaude solaire et à la climatisation. Vous les retrouvez sur notre site internet en virtuel, mais également sur le site de l'AQC, l'Agence Qualité Construction. Mon logo n'apparaît même pas, je vais voir finir vite. Mais il est là. Aussi, c'est l'ancienne version. Ombré 1 a également accouché de cette plateforme. J'en parle longuement parce qu'elle est très intéressante également. Elle est dédiée aux Outre-mer pour des supports techniques. Donc, si vous cherchez des informations sur ce qui est en train de sortir ou que vous avez des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur Pergola. Voilà, son adresse, elle est ici, bâtimentoutre-mer.fr. Et on est toute une petite communauté qui valide les nouvelles études et les nouveaux documents qui sont postés sur cette plateforme. Voilà, donc on va retrouver tous les supports de l'AQC, des vidéos, des guides, des rapports, des conférences, etc. Ça concerne du coup tous les DOM jusqu'à la Calédonie, qui est un tome. Hop là. Ombré 2, on prend les mêmes et on y retourne, 2023-2025, donc comme dit Fabien, c'est bientôt la fin. Encore une fois, il y a eu un incubateur de projet pour les bureaux d'études, en tout cas pour développer des nouveaux outils ou des nouveaux concepts. Nous, à Aqua, on a la chance d'être sur 2,5 dans les trois sujets, avec l'école durable tropicale en collaboration avec Mayotte, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Là, du coup, on essaie de voir comment rénover en cohérence avec les acteurs des écoles. Et également, je ne sais pas pourquoi, l'école logique, où là, on est sur l'étude de programmation pour les prochaines écoles d'avenir en Guyane. Et également Isorum,
Donc, c'est tout ce qui est isolation en région humide. Non, non, on ne parlera pas trop de canne à sucre, malheureusement. Où là, on va étudier les phénomènes de condensation sous tôle qui se passent du coup, dans nos climats tropicaux humides, qui s'avèrent n'est pas du tout pris en compte sur la pose d'isolation. On est encore en cours de mesure. Ensuite, on ira martyriser des isolants avec ou sans parabole, avec ou sans partie dans des chambres adiabatiques, pour après finir par des préconisations de pause pour les professionnels. Et au niveau du REX, donc encore une fois les petits 12 enseignements, les nouvelles thématiques qui sortiront, on l'espère, d'ici la fin de l'année. On va parler d'habitat vernaculaire en Guadeloupe, d'inertie thermique à Mayotte avec beaucoup de terre crue, de réhabilitation en Martinique, toiture et façades végétalisées à La Réunion, qui sont en avance. Et nous, on se consacre à la lumière et les protections solaires. Alors, plus d'infos sur ces thèmes d'ici quelques mois. On va maintenant rentrer dans notre thème principal de notre rêve d'aujourd'hui, le photovoltaïque tertiaire. Je me suis permis donc, dans cette introduction de commencer par deux définitions. Il m'a dit que c'était important quand même sur cette thématique. La première définition, c'est l'autoconsommation électrique, à ne pas confondre avec du coup l'autoproduction. L'autoconsommation, c'est vraiment la partie qui consiste à produire et consommer ce qui est produit à partir du panneau directement au niveau du domicile. L'autoproduction, lui, elle, c'est la part d'énergie solaire consommée par rapport à la part globale d'utilisation. C'est des concepts importants, mais je pense que les intervenants peut-être vous en diront plus là-dessus. Mystère. Et je me permets également une petite parenthèse sur l'association Négawatt et surtout la démarche Négawatt par levé de main. Qui a déjà entendu parler de Négawatt? La moitié. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On va en parler à l'autre moitié du coup. Donc c'est une démarche qui a été conçue en 2007, il me semble, pour essayer de faire des scénarios de transition énergétique en cohérence avec notre mode de vie actuel. Et ce qu'il dit, c'est que l'énergie la plus propre, ça reste celle qu'on ne consomme pas. On a beau essayer de faire de l'énergie renouvelable, la première phase, c'est déjà d'essayer de voir qu'est-ce qui est pertinent de consommer. Et donc ils nous suggèrent une démarche en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la sobriété, s'assurer que ce qu'on utilise en électricité, c'est essentiel, indispensable. Il y a plein de fonctions aujourd'hui qu'on branche, alors qu'il y a d'autres modes d'avoir les mêmes fonctions réalisées. Par rapport, on peut prendre un exemple de la plaque électrique. Une plaque à gaz fonctionne également très bien. Voilà. Donc déjà, prioriser les besoins essentiels. Une fois que c'est essentiel, on va s'assurer que l'équipement qu'on utilise, il est efficace. Là, on va tomber sur les étiquettes énergie, clim A+, A2+, A3+. S'assurer que pareil pour les réfrigérateurs, d'ailleurs. Et une fois qu'on a l'équipement efficace, là, et seulement là, on fera en sorte que ce qui alimente ces équipements efficaces, c'est des énergies renouvelables. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et je pense que c'est aussi le thème de la journée, ils vont directement aux renouvelables. Ils mettent des panneaux photovoltaïques, et c'est bon, ça y est, je suis ça. Il y a d'abord ces 2 premières étapes qu'il faudrait réfléchir avant d'être vraiment vertueux dans nos pratiques. Je te mets cette petite parenthèse que je trouve bien à propos ce soir. Les petits aspects techniques pour la Guyane, très très succinctement et très vulgairement en un sens. Ici, on a quand même la chance d'avoir un très fort taux d'ensoleillement, c'est pour ça que le photovoltaïque est d'autant plus pertinent. Les tarifs sont de plus en plus avantageux, surtout quand on est sans stockage. On consomme directement, hein, pour le tertiaire, on le verra. C'est très très bien adapté aussi, isolé, comme vous en doutez, parce qu'on a mis une seule fois le panneau et derrière on est autonome. Donc, parce que là, oui, je me permets, je me suis mis du typico, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les centrales sur les fleuves sont principalement aux hydrocarbures, qui est loin d'être vertueux écologiquement parlant et économiquement parlant d'ailleurs. Donc, comme je disais, c'est très adapté à l'usage du tertiaire, hein, de 8h à 17h, donc là, le soleil et de sortie. Et par contre, effectivement, attention sur le littoral, parce que quand on est avec stockage, on est beaucoup moins vertueux environnementalement parlant ou économiquement parlant. Mais là, j'espère que mon deuxième intervenant pourra nous en parler d'autant plus en profondeur quand il arrivera. Je vais du coup pouvoir passer la parole à notre premier intervenant, M. Corbin, de la CTG, que je vais laisser se présenter d'ailleurs. Non, vous avez le pointeur. Bonjour à tous. Simon Corbin, je suis service énergie, déchets, adaptation à la CDG.
Donc, plus particulièrement sur les questions de photovoltaïque, mes missions sont de conseiller et essayer d'apporter des éléments techniques à la CDG, mais également aux collectivités pour amorcer des projets photovoltaïques. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle les générateurs, réseau créé et financé par l'ADEME, qui finance des postes au sein de collectivités dans toutes les régions au niveau national pour amorcer ces projets-là et faire circuler l'information. Donc, je vais parler en particulier sur trois parties, un peu des aspects réglementaires, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les aides pour réaliser du photovoltaïque en Guyane, et un petit focus sur l'autoconsommation. Alors. Ah, pardon, c'est moi. Ah. Allez-y. Donc, petit point bref sur la réglementation. Donc, la loi TEPCV, donc sur la croissance verte de 2015, oblige l'ensemble des territoires d'être autonomes en énergie, en tout cas de viser 100% énergie renouvelable d'ici à 2030. Donc ça, c'est le mix qu'on peut voir sur le côté, le mix électrique guyanais. Donc en 2021, nous étions à 70% de renouvelable, 60% pour le barrage et 4% à biomasse et 6% pour le solaire photovoltaïque. Ce taux qui est extrêmement élevé, nous sommes le premier département avec un taux aussi élevé. Nous sommes les seuls qui avons la possibilité d'atteindre les 100% renouvelables d'ici 2030 et que nous aurons pas en 2028. Dépend largement quand même du barrage. Il peut y avoir des années avec plus ou moins. Mais globalement, plus de la moitié de l'électricité est produite avec du renouvelable et jusqu'à 70% qui a été atteint en 2021. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est en pleine révision de la PPE, donc la programmation de l'énergie, et il y a une forte attente sur la filière PV d'ici 2033, où on devrait, là aujourd'hui on a sauté, on devrait trouver le triple d'ici la prochaine décennie. Et nous allons remplacer, le territoire va remplacer l'ensemble des productions thermiques par biomasse liquide importée, donc la centrale du Lavabo en construction, qui sera terminée d'ici 2026-2027, et un paiement en fonction de 2028, donc nous serons à 100% renouvelable. Ensuite, petit à petit, il y a eu plusieurs réglementations qui vont nous pousser vers l'augmentation du PV. Loi Elan 2018 qui a mis en place le dispositif décret tertiaire. Donc, en gros, l'ensemble des activités tertiaires dans les bâtiments publics privés, tout le monde, tertiaire, ça va l'enseignement, les bureaux, les commerces, etc. Dès qu'on a un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés plancher, on a des objectifs clairs à atteindre en réduction de l'énergie. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, d'abord essayer de réduire nos consommations, intelligente manière de consommer. Donc 40% d'ici 2033, 50-60% d'ici 2050 par rapport à une année de référence prise entre 2010 et 2020. En gros, chaque personne, chaque propriétaire, chaque activité tertiaire qui a un bâtiment de plus de 1000 m² doit rentrer son bâtiment sur la plateforme gérée par l'ADEME et faire des efforts en ce sens pour réduire sa consommation d'énergie. Il y a deux objectifs, soit atteindre 40% de réduction d'énergie par rapport à l'année de référence, soit atteindre des seuils en kilowattheure par mètre carré par an. Donc, ces seuils pour la Guyane, ils ne sont pas encore publiés par le décret. Ils sont attendus cette année, le premier semestre. Donc, en gros, ils vont dire en Guyane, un bâtiment d'établissement scolaire, c'est tant de kilowattheures par mètre carré. Et après, on verra un bureau, des commerces, ça doit être tant, ce sera l'objectif à atteindre. Et donc, il y a plusieurs manières d'atteindre ces objectifs. On peut isoler, on peut faire plein d'actions de MDE, mais on peut aussi mettre des panneaux solaires sur le toit en monceau, qui est une des manières aussi très efficaces de réaliser ça. Excuse-moi, c'est pas pour l'existant ou le deux? Et enfin, donc,
Alors, pardon, sur sa question, est-ce que plutôt sur l'existant, parce que sur le bâtiment, il mètre, parce qu'il doit avoir une lettre de référence Ouais. Mais après, il y aura ces seuils-là à atteindre de toute façon pour les bâtiments. pour les bâtiments qui arriveront après. Ouais. Oui, il y a une année de. En fait, il y a deux objectifs et la loi nous oblige à atteindre le plus abordable. Donc, si on ne peut pas faire moins, on ne peut pas. Et particulièrement pour les bâtiments neufs. Donc là, par exemple, tout bâtiment qui est sorti avec un permis de construire depuis le 1er janvier 2024, qui est supérieur à 6 mètres carrés, et il y a une obligation de avoir un photovoltaïque sur le toit. On les annonce. Voilà. D'accord, oui, c'est la question qu'on se pose. Non, mais c'est pas forcément. Ils sont bien en panneau ça. Non, là j'ai juste fait bref, mais il y a forcément les portions voilà, de toiture, etc. à avoir. Donc c'est pour les bâtiments neufs en toiture, l'existant avec une entrée au sol également, donc de 2028, peu importe la fonction de l'OAM, c'est équipé. Et après, il y a toujours des dérogations. Enfin, voilà, ça c'est l'objectif de la loi. Et pour les parkings artificialisés, les grands parkings au sol, pour la Guyane, ça devrait être, le décret n'est pas sorti, ça devrait être tout parking de plus de 2500 mètres carrés devra s'équiper d'ombrières. Donc là, c'est dit un peu bref, mais c'est ombrières ou alors tout type de végétalisation. Enfin, on devra travailler sur ces espaces artificialisés aussi. Parce que si on a l'élargir, Oui, on va voilà. éviter l'imperméabilisation. Si on met les ouvrières, on va imperméabiliser. Non, mais c'est pris en compte, mais en gros, c'est vraiment des grands parties, etc. On met des ouvrières. Après, il y a aussi un travail obligatoire sur la gestion de l'eau, des eaux et de la végétalisation. Tout ça, c'est pris en compte. Mais on a 40%, 50% de la surface de parking qui doit être en ouvrière. J'ai juste mis en grande ligne de la mobilité et des dérogations si on a dit un parking végétalisé, tout ça. Après, c'est pas compliqué, je vais peut-être vite avec la représentation, je ne sais pas. Mais du coup, quand est-ce qu'on saura exactement ce que se dit? Il y a peut-être des dérogations, quand est-ce qu'on saura exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire? On le sait déjà. En gros, la loi est sortie, c'est juste qu'il y a des aménagements pour les outre-mer, c'est-à-dire que pour la métropole, c'est 1000 mètres carrés. Et donc, pour la Guyane, le seuil, c'est un peu plus élevé, mais à terme, on va se décaler un petit peu. Mais à terme, on va attendre les mêmes objectifs, c'est-à-dire que on prend des parkings un peu plus, il y en a un peu moins qui sont assujettis à la loi, et on va avoir un petit décalage dans les dates. Les parkings équipés aussi, c'est très ambitieux. Objectif militaire. Sur tous les bâtiments neufs, on voit le bâtiment sortir tous les jours aussi. Il y a un accompagnement, justement, à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si c'est financier, comment ça se passe, pour inciter justement à. Financier, après, il y a pas d'aide sur l'accompagnement. EDF a des obligations de rachat d'électricité maintenant. Oui. Donc, ces dispositifs-là, c'est aussi une incitation. Il n'y a pas de sanction, puisque vous dites qu'il y a des bâtiments qui sortent et qui ne sont pas. Pour l'instant, c'est pas de. C'est prévu, mais en fait, c'est à la discrétion du préfet. D'accord. Les sanctions, comme là, on voit 2030, on prend des échecs qui vont arriver très vite. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de. C'est pas forcément mis en avant. D'accord. Mais ça peut être amené, enfin c'est libre, ça peut être amené plus tard, à dire maintenant, le bilan pour le faire, c'est peut-être pas, il peut avoir le moment, etc. Pour l'instant, c'est pas la L'événement arrive. Sont accompagnés dans le process de la qu'on appelle la manifestation de cette culture de l'autoconsommation, est-ce qu'ils sont accompagnés de ce? Est-ce qu'ils sont accompagnés moi, par exemple, mon poste, il y a différentes façons, mais il y a des accompagnements qui sont faits. Après, tout le monde est censé se conformer
réglementation. Après, pour info, il y a eu des guides qui ont été édités par le CSTB sur l'autorité de la température. Donc, il y en a un sur le technique et un qui peut justement administratif. Et pour les collectivités, ils peuvent faire appel à la CTG pour les accompagner C'est-à-dire, justement, pour rédiger Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des petites humaines, il y a des petites communes qui sont en capacité de, je sais pas, et dans la construction d'un nouveau bâtiment, c'est ça ou dans... comment les Ah oui, par exemple, s'ils veulent faire. Oui, mais par exemple, quand c'est celui-ci, il y a les EPCI aussi, par exemple, la CACL aussi accompagne les communes sur le périmètre. Ok. Donc, oui, on a une sorte de réseau entre les collectivités pour aider, pour donner des charges que normalement. Sinon, il y a Acté, qui est le programme Acté, qui est dans le CCR, qui finance les diagnostics, peut financer le diagnostic, peut financer le poste, c'est une collectivité aussi. L'économie de flux ou de conseil en énergie partage. C'est cela qui peuvent être financés. c'est directement, en fait, j'ai l'impression. Oui, sur 5 ans. Après, c'est des collectivités qui vont avoir normalement un patrimoine en deux. C'est pas la toute petite commune, donc c'est pour ça qu'en général, ça va être plutôt le PCI qui va avoir un poste, qui va essayer de faire travailler le conseiller auprès de petites collectivités. Et par exemple, dans le cas de bâtiments neufs qui n'ont pas de surface de plancher, ou des hangars, je pense à des hangars, des choses comme ça. Là, je ne sais pas pour les hangars, donc je ne sais pas. C'est du tertiaire. Je n'ai pas la réponse. C'est de l'agricole, du commercial et industriel. Hein? C'est de l'agricole. Ouais, si c'est un hangar agricole. Les véhicules. Ouais, je ne sais pas si ça correspond. J'ai l'impression que c'est pas vraiment, c'est plus la surface totale du bâtiment, c'est 100 mètres carrés, c'est pas vraiment. Est-ce que le plancher c'est vraiment spécifié dans la loi ou c'est juste que le bâtiment a 100 mètres carrés? Plancher, c'est si on a un bâtiment qui fait 300 mètres au sol, il y a 2 étages, et 300 plus 300, du coup, il y a c'est vraiment le cumul de l'ensemble des planchers. Après, c'est pas les appellations. Plancher, c'est pas la même chose qu'en prise de sol. On voit qu'il y a une. Ah oui, c'est vrai. Finalement, la surface plancher, elle est fermée par le mur. Mais pas. Non, c'est en mur. Donc, regarde, il n'y a pas d'image pour les hangars. Ah, non, c'est plancher. Ouais. C'est vrai que Alors là, ce que tu es dans le texte, c'est vraiment comme ça. Parce que ouais, c'était moi qui ai je vérifie. Parce que j'ai fait qu'il y a deux notions. Pas de la même manière. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout la même chose. Hyper rez-de-chaussée, c'est proche. Oui, bien sûr. Mais bon, pour l'excitant, c'est l'obligation de l'économie solaire. En fait, surtout, pour dire que la réglementation, année après année, elle va nous pousser à mettre des panneaux solaires, nous contraindre à mettre des panneaux solaires. On a aussi des intérêts et aussi des opportunités à mettre des panneaux solaires sur les bâtiments. C'était pour illustrer que d'année après année, ça commence à se resserrer et qu'à la fin, on va devoir en mettre, on va devoir en voir partout. C'est possible d'être fini. Je pose une question. Il s'agit bien aujourd'hui de parler des panneaux solaires sur le tertiaire. Je me pose quand même la question, je ne sais pas si on pourra en discuter, sur tout ce qui est le logement. Il y a quand même beaucoup de surface amenées à être construites. C'est qu'aujourd'hui, on donne apparemment sur une capacité à ouvrir ces surfaces panneaux solaires. Pour des raisons de procès, de biens, de gestion, de projet, etc. Je voulais juste savoir, c'est pas le sujet, savoir s'il y a des potentiels d'études là-dessus,
des études sur Alors, autrement, on peut exploiter l'ensemble de cette voiture possible. je ne sais pas s'il y a des études, après en tout cas il y a des incitations, il y aura des obligations, ça fait des obligations d'achat d'EDF. Lui, il va viser plus de bâtiments résidentiels, etc., même les très petites installations, où il y a des primes à l'installation, des primes à la revente, et qui va inciter les propriétaires de s'équiper sur leur bâtiment. Donc, ça marche aussi pour le collectif d'habitation. Après, pour les bâtiments propriétés, etc., il y a déjà des obligations, par exemple, pour le solaire, donc qui prend une place aussi sur le toit. Pour avoir aussi, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a sur le résidentiel des obligations qui vont arriver. Je sais que ça existe pour les chauffeurs solaires, après on ne pourra pas faire forcément les deux, ou alors on pourra bien réfléchir comment on s'installe, c'est faisable. Après, le tertiaire, il y a généralement plus de conso en journée que sur le résidentiel, donc s'il y a plus de consommation qu'il faut rechercher, le résidentiel, c'est peut-être moins facile. Et donc après, c'était un peu une partie sur les mécanismes de soutien public. Donc là, j'ai illustré les différents coûts qu'induisent la production électrique en Outre-mer, en ZNI, en zone en interactivité au réseau de l'Hexagone. Donc, une des premières aides publiques qu'on a tendance à oublier, ce qu'on appelle une péréquation tarifaire, c'est-à-dire qu'on paye exactement la même facture, on a les mêmes tarifs réglementés qu'en métropole, alors qu'on on voit par exemple pour la Guyane, aux alentours de 270-280 euros du mégawattheure. La métropole est à 130 en 2022. Et 2022, en France, c'était pour sur les centrales nucléaires, plus guerre en Ukraine. Donc ça avait déjà énormément augmenté. Avant, on était largement en deçà des 100 euros. Donc, une des. J'ai préféré quand même mettre cette diapo pour dire que quand même partout sur le territoire national, on fait la même électricité au même coût. Ce qui représente déjà, c'est un secteur, l'énergie est un secteur extrêmement subventionné. Il y a déjà beaucoup d'aide là-dessus. Ensuite, sur les dispositifs d'installation de photovoltaïque, il y a principalement deux dispositifs d'aide. Tout d'abord, l'ADEME qui dit l'Agence de la transition écologique va pouvoir subventionner, vous aider à faire des études de faisabilité auprès de bureaux techniques pour voir si votre méthodologie est cohérente, fiable, et avoir des données dessus. Ensuite, concernant l'installation, depuis 2024, depuis janvier 2024, l'an dernier, il y a un arrêté tarifaire qui s'appelle SB4ZNI, qui concerne tous les territoires non interconnectés, qui permet plusieurs choses, notamment oblige EDF à racheter l'électricité sur toutes les installations photovoltaïques de moins de 500 kg, pour les 500 kg. Donc avant 2024, avant un an, on était limité à 100 kg pour presse, même 500 kg. Donc là, on peut faire des toitures jusqu'à 2500 de panneaux solaires. Ça commence à devenir très intéressant parce que ça va être quasiment l'ensemble de tout ce qui est les commerces, les petits commerces, le petit tertiaire, les bureaux, etc. On est mis sur ces endroits-là. Donc là, on a un guichet ouvert avec un tarif d'achat clair, établi. Et donc là, on parle de mettre des panneaux solaires et de m'injecter directement sur le réseau avec un contrat d'achat sur 20 ans avec EDF qui est fixe. Donc ça sécurise aussi le plan d'investissement. Au-delà de 500 kW, là, on va être plutôt sur des appels d'offres avec la Commission de régulation de l'énergie. Donc, de manière périodique, la Commission de régulation de l'énergie va émettre des appels d'offres à gérer. Et là, c'est un peu plus
difficile, c'est une autre procédure pour pouvoir être financé. Mais en gros, on va se concentrer sur le coût ouvert d'EDF, qui permet plusieurs choses. Il permet l'autoconsommation avec revente, qui était impossible avant en 2023, et d'avoir des seuils jusqu'à 500 kg et des tarifs, un arrêté tarifaire clair qui est disponible. Donc là, j'ai pris un exemple. Donc là, c'est les coûts de rachat d'EDF pour des toitures jusqu'à 500 kg. En fait, ça se présente comme ça. Pour la LPR, on a un tarif qui est actualisé tous les trimestres. Et en fonction de notre puissance de l'installation photovoltaïque, on a un coût de rachat, donc là, c'est de l'éco. Je crois que N1, N3, c'est des trimestres qui changent à quel moment on fait leur raccordement, etc. Mais en gros, ça, c'est des centimes par kilowattheure qu'on peut par l'EDF comme rachat. Et ça permet quand même de libérer, d'avoir beaucoup plus d'installations, de projets. Ça va accélérer nos projets dans toutes les économies. Avant, il y a énormément de contraintes, c'est-à-dire qu'on pouvait être limité à 100 kg, et si on voulait faire une deuxième installation, on pouvait attendre 18 mois, il y avait beaucoup de contraintes qui maintenant sont beaucoup plus libérées. Donc voilà, ça c'est les principaux, publics. Donc ça pour la partie injection et pour la partie autoconsommation. Donc j'ai fait un petit schéma pour représenter l'autoconsommation. Donc on met des panneaux en toiture qui produisent un courant continu, qui va nous faire et qui produit lui-même, qui passe en courant alternatif, se connecter à l'armoire électrique du bâtiment et après au réseau. Donc, maintenant, on va produire une certaine somme d'énergie. Tout ce qu'on consomme sur place, ça reste dans le bâtiment. Si on produit plus à un moment donné, on va pouvoir revendre ce surplus à l'EDF avant d'être obligé de le mettre sur le marché. Et donc, on est également connecté au réseau. En fait, j'ai rajouté ça parce que souvent, on prend l'autoconsommation en se disant qu'on va pouvoir se libérer un peu du réseau EDF en cas de coupure, etc. Sauf que si on est en cas de coupure, l'onduleur n'est pas alimenté et lui, il a besoin d'une onduleur d'être alimenté pour pouvoir mettre sur le réseau la production à la bonne fréquence, à la bonne tension et d'être synchronisé avec le réseau. C'est-à-dire que si on a une coupure d'électricité, même si on est en pleine journée, etc., ça va se mettre en sécurité les panneaux ne vont pas polluer. Et ne pas la seule manière de pouvoir être complètement indépendant, c'est une question qui revient assez souvent, c'est d'avoir un dispositif de stockage des batteries qui la permet de pouvoir s'auto-alimenter, soit connecté par le réseau. Comme vous l'avez dit, les batteries, pour l'instant, on sait les importer, on ne sait pas les exporter. Pour ne pas les sortir du territoire, les transporteurs refusent. Tu as une petite tendance à s'enflammer tout seul. Juste une petite précision, vous dites que l'électricité sur le réseau, ça coupe la production d'électricité sur le panneau. Si on est pour l'injection. En fait, c'est l'onduleur qui redonne le tout. Voilà. Et si le cœur d'usage, il n'y a pas d'électricité. Non, parce que là, c'est C'est pas de l'autonomie aussi. La production. Quel intérêt? Ouais, voilà, exactement. Quel intérêt? Je préfère le rajouter. Non, Forcément produire. La seule manière, c'est d'avoir un dispositif de stockage qui, lui, fait l'interface et prend en cas de coupure, prend la suite et c'est la batterie qui prend. Il y a deux intérêts, parce que j'entends quel intérêt. Oui. Il y a deux intérêts. Oui. Le premier, c'est de consommer sur place, enfin, il y en a plusieurs, de consommer sur place une énergie renouvelable abondante, qui ne peut plus aller chercher sur le réseau, où il y a de la biomasse, l'électricité, etc., on peut chercher. Et l'autre intérêt, c'est donc de diminuer sa consommation et le prix de l'électricité que vous allez payer pour votre consommation. Si vous consommez directement sur le panneau, donc vous n'aurez pas à être payé à EDF. Et après, si vous produisez plus que ce que vous consommez, vous vendez à EDF. Ça, c'est l'intérêt.
Donc, les taux d'intérêt, c'est aussi d'un point de vue environnemental. Les batteries, à partir du moment où il y a du réseau, c'est pas du tout conseillé. Ça, après, en fait, très Par fort. rapport comment dire, le traitement des déchets, des batteries, c'est C'est ça? ça, ouais. En partie, après, je parle de produit. C'est ça, c'est ça. C'est un coût environnemental très important. Donc, quand il n'y a pas de réseau, oui, effectivement, ça peut être une solution. Mais à partir du moment où il y a du réseau, c'est toujours mieux. Voilà. Et donc, En fait, moi, ma remarque, mon observation, oui, effectivement, je l'ai senti spontanément quel intérêt, c'est que je me disais, ben, si on a le panneau qui nous permet de prendre le relais, c'est un peu, enfin, en termes de technique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que on ne soit pas obligé de dépendre du réseau pour pouvoir avoir cette consommation en cas de coupure? Parce que si on n'alimente pas l'onduleur, de ce que j'ai compris, on l'a pas. C'est pour ça que d'où mon questionnement, quel intérêt en fait? Enfin, c'est pas quel intérêt d'installer les PV, quel intérêt d'avoir cette possibilité-là et ne pas pouvoir l'utiliser en cas de défaillance du réseau, c'est ça en fait. Donc, ça paraît utile d'avoir un système de consommation directe et ça balance une batterie. C'est pas vraiment ça méthode aussi. Mais c'est technique. Hein, j'ai pas compris la question. il y a une coupure de courant, donc, je rejoins madame sur le constat. Du réseau, nous, on a des panneaux solaires qui font l'électricité. Ouais. Et etc., si je comprends. Et a priori, en pleine journée, on devrait pouvoir imaginer qu'on switch en autoconsommation directement depuis nos panneaux solaires. Est-ce que les panneaux peuvent alimenter l'onduleur? Non, c'est vraiment qu'il y ait un système de batterie qui puisse le faire. C'est pas possible Pas sans batterie. depuis l'onduleur. C'est pas possible d'alimenter l'onduleur avec les panneaux. Pas encore, mais bientôt peut-être. Non, mais ça. Non, Ouais, c'est pas fait. En fait, on va sortir l'onduleur. Oui, c'était de faire du. Oui, c'est ça. Et du coup, pour l'alimenter, il faut un support. Pour alimenter Oui, il y a un guichet, ils ont une porte d'entrée. Ça peut pas dire dans et on peut avoir un contrat d'achat pour une obligation d'achat. Si on met 3 ans, on va faire Je pense qu'on pourra poser la question sur la question de raccordement de réseau à l'intervenant suivant. Confronté assez régulièrement à cette question. S'il vous plaît, là. Alors, oui, il pourrait y avoir une activité qui récupère les flux de batterie en cas de feu. Ou bien qui ne parle pas, qui concentre va les récupérer, mais après il les envoie. Oui, c'est ça. Sauf que les batteries usagées au lithium ou les voitures, etc., on peut difficilement les réexpédier des transporteurs maritimes. Aujourd'hui, on n'en fait pas. Il me semble que c'est Elles sont stockées. Oui, mais c'est en Inde. On est organisme, mais en fait, on les récupère pour pas qu'elles soient ici dans le. Mais pour l'instant, il y a des stocks. Quelque part, Ils attendent l'explosion. peut-être pas l'explosion, mais une solution de. Solution de recyclage. Recyclage. Oui, Ça peut être branché pour faire des sortes de batteries sur l'aide ou des choses comme ça. Mais là, les volumes, c'est On est vraiment au début de l'installation. voilà. Encore lui, sur 4-5 ans maximum de votre lithium, le parc est relativement ferme encore. Ouais. Hors actif, celui qui utilise sans être relativement, c'est relativement faible. Maintenant, ça s'accélère. Ça s'accélère voiture bientôt. Ça s'accélère vite, et la durée de vie, 10-15 ans, ça arrive vite aussi les voitures et les voitures. 2035, le véhicule thermique neuf, 100% électrique, ça va aussi, ça fait
J'ai rajouté deux types d'autoconsommation. Il y a deux manières de faire l'autoconsommation. Celle qu'on a en tête, c'est l'individuel. On n'est pas nous sur notre propre toit et on consomme ce qu'il y a dans le bâtiment. Il y a aussi une autre notion qui est possible maintenant, c'est l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui a une grande toiture peut produire et revendre son électricité à une autre activité à côté. Ça, c'est possible depuis un an. C'était déjà possible en France depuis quelques années. Alors, il y a beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'il faut que le producteur et le consommateur soient à moins de 2 km et qu'ils soient organisés sous une sorte d'association, un organisme moral, qu'on appelle personne morale organisatrice. Et pour l'instant, ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ça en disant. C'est assez intéressant. Il y a encore beaucoup de contraintes. Et là, je ne sais pas si. Moi, je ne sais pas EDF, c'est très, très client sur. Il va y avoir des acheteurs et des consommateurs vraiment un peu parallèles. En métropole, on peut faire des autoconsommations collectives étendues à 10 ou 20 km entre le consommateur et le producteur. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans la prochaine année. C'est vrai que encore une question, parce que vous avez vraiment ça, ces sujets. En fait, les logements collectifs, on trouve souvent pas mal de factures, effectivement. L'idée, en fait, c'est que cette notion a été pas mal discutée par les poseurs, on va dire, de palais comme ça s'appelle, installateurs, etc., qui en gros vous disent je vous paye la facture, le regard, et nous, on gère la toiture, la propriété de la toiture, ou les locataires, locataires des panneaux solaires, et la toiture, etc. Ce genre de choses. Et ça pose souci qui est l'histoire de quoi, etc. Et pour les scènes de gérer ça. Est-ce que là, ça pourrait être une solution, je ne sais pas, des coopératives ou des bords tertiaires, et beaucoup de toitures dans le logement. Oui, voilà, c'est un peu ce dans l'esprit, c'est ça. Après, c'est quand même très difficile à mettre en place. Ouais. Mais en gros, c'est possible qu'il y ait une activité qui puisse se produire et qui revende à des consommateurs potentiels. Ça fonctionne, ça commence à fonctionner avec d'autres projets en France. Ça, maintenant, on a le droit de le faire dans l'entrepreneuriat également. C'est tout à fait envisageable. Donc là, pour l'instant, il y a ce rayon de 2 km, donc quand on est vraiment côte à côte, on peut le faire. Ouais. C'est juste simplement, vous n'avez pas le droit de reprendre vous-même. Pardon? Vous n'avez pas le droit de reprendre. Oui, il faut que ce soit distinct. Ouais. Imaginez que vous ayez un groupe de bâtiments, surface importante, vous allez générer une production importante, vous ne pouvez pas la revendre à un autre groupe de bâtiments qui vous appartient. Oui, c'est d'accord. Par contre, on peut revendre les SCI, c'est pas d'accord. Ils ont les deux SCI, les bâtiments tertiaires. Après, ce sera de la vente en réflexion. de toute autre chose. Vendu le collectif. Oui, ça marche. Oui, c'est ce que ça veut dire. Et puis, donc on a des tarifs de la même manière que pour l'injection directement branchée au réseau. On a des tarifs qui sont paramétrés, des tarifaires complètement disponibles. C'est-à-dire que si on fait de l'autoconsommation sur son bâtiment, on a une prime à l'investissement qui est calculée par le gens. Si on est résidentiel, entre 0 et 3 kg, voilà, c'est de crête, donc ça demandera sur la maison. On peut avoir environ 1,80 € par crête, donc on en a 3 000. Voilà, quasi 5 € de prime par EDF pour l'installation. Et le tarif de rachat à 18 centimes pour le sur. Ça, c'est une possibilité qui est offerte pour 0,3 kg, c'est par exemple. Et on peut aller, donc, par contre, au-delà de 100, on fait 0. Et 36 kg, 100 kg, on va être sur les commerces, sur les bâtiments, des bureaux, etc. Et ça marche aussi pour les bâtiments publics. Oui, je pense qu'il y a des pas tout. Non, c'est tout. Ouais. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur la même logique en fait que précédemment.
les valeurs ne sont pas les mêmes. Là, on est à 30 centimes de relance. Donc, en gros, si on a un bâtiment avec beaucoup de toiture, peu de conso, on va pouvoir se dire que l'injection, c'est quand même plus intéressant pour nous. Si on veut faire de l'autoconsommation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va rentrer un peu dans une autre démarche. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qu'on consomme, essayer de le mettre en journée, de l'émir, de mettre des panneaux qui puissent correspondre à notre consommation. C'est un peu différent comme philosophie, c'est deux business plans différents. Il faut bien réfléchir sur ce qu'on peut faire. Il faut regarder aussi par rapport au prix d'achat. Le tarif réglementé, de toute façon, on est tous au tarif réglementé. Auquel on va acheter le. Oui, oui, oui. Alors, si c'est mieux de le consommer, je vais le rejoindre. C'est une quinzaine de centimes. Oui, je vais faire selon votre contrat, on peut voir votre Dans les obligations sur bâtiments neufs ou anciens, ça peut être soit autoconso, soit vente, soit plus. Pour injection, ou c'est on est assujetti à une des deux. Ouais, je ne vais pas dire de bêtises, les obligations ne s'appellent pas. Est-ce que l'autoconso ou l'injection, c'est libre le choix? C'est juste d'indiquer que le bâtiment doit se. Voilà, c'est ça. Et après, on peut choisir l'une ou l'autre. Non, c'est juste pour savoir. Ouais, Je n'ai pas obligé de les parler. Non, c'est des faux. Voilà. ah ben, bon, j'ai donc, voilà, donc, pour la présentation, je ne sais pas si vous avez des questions. Bah, si ça vous dérange pas, on va laisser notre deuxième intervenant intervenir et on garde les questions pour la suite. Ça vous convient? Je vais récupérer le pointeur une petite seconde. Attendez, repose sur un petit peu de temps. Oui, je vous en prie. Donc, c'est bien celui-ci, hein? C'est bien ce fichier-là? Nous sommes là. L'ABF, il est d'accord? L'ABF, il est d'accord? Non, c'est-à-dire qu'il y a un certain âge relativement réduit, qui est très content de dessiner. Très écologique dans l'idée. C'est même dans le bâtiment, à côté de l'église, c'est encore. L'idée, c'est de dire comment on s'intègre dans un environnement. On est acteur majeur anti-Guyane de Sisleco, puisque à ce jour, on a installé à peu près 1387, si on attend, 1387 installations en Martinique et Guyane. On est aux alentours de 20 mégas sur de l'autoconsommation industrielle, principalement sur la Martinique. Malheureusement, il y a peu d'industrie en Guyane, on va plutôt parler Guyane, mais c'est ce qui concerne. On commence un peu, parler d'autoconsommation tout à l'heure, on commence un petit peu à entrer effectivement dans ces circuits professionnels qui veulent que les factures sont devenues un enjeu financier redoutable. On peut pas faire l'augmentation. Beaucoup de professionnels, chefs d'entreprise, craignent que ça ne fait que commencer. C'est aussi ce qu'on pense. On pense qu'on va avoir pratiquement 9% d'augmentation dans les 4 prochaines années. Et c'est considérable au vu de la dépense énergétique des bâtiments qui est de plus en plus en croissance. On connecte beaucoup de choses. Les projets que nous portons sont décidés pour le développement, oui, puisqu'on est acteur majeur et ça, c'est depuis 10 ans. On a démarré la société il y a 10 ans, avec 4 personnes, nous sommes 72 aujourd'hui, 73 depuis ce matin. On est ingénieurs qui ont et nous sommes présents sur le département, sur le territoire guyanais depuis 5 ans. À peu près la date de présence, c'est la mienne d'ailleurs, au sein de cette société. Nous sommes collectivement responsables de notre territoire de demain, donc on essaie effectivement d'initier et de dynamiser la transition énergétique. On considère que le solaire est une aventure extraordinaire. Effectivement, c'est notre métier, on en est fiers. J'avoue être très fier d'être dans cette branche industrielle parce qu'on a un vrai enjeu territorial et on a aussi un vrai enjeu de
développement grâce à l'énergie. Je vais peut-être faire la même chose. Voilà, l'évolution de la société, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on était à 65. On est à 26 millions de chiffre d'affaires, on est en légère progression. On a parlé tout à l'heure d'arrêté tarifaire. On a un nouvel arrêté tarifaire, on est passé de 100 kg, ce que M. Simon vous a très justement, à savoir de 100 à 500 kg. Ah, c'est sûr que pour les propriétaires des grandes surfaces, ça change les choses. C'est plus sexy comme présentation financière. Les empreintes frontales en autoconsommation 2016, on est à 100 MW développés à ce jour. Sur Philippe Gaillard, CEO, et puis après, évidemment, la déclinaison avec M. Macaire aussi. Les deux dirigeants de la société, Jean-Philippe Gaillard et Claude Macaire. Voilà. Et ensuite, vous avez le board général de la société, très structuré, ils sont tous ingénieurs. 60 ans à passer, 100 partenaires agréés, dont EDF en Martinique. On essaie de développer une relation étroite avec Yann. Et j'espère pas y arriver. On est en bonne voie. Il y a des représentants EDF. On est obligé de parler d'eux parce que les dépendants, le réseau leur appartient. C'est une particularité. Je rappelle qu'en Hexagone, on a 2 entités distinctes, une qui est propriétaire du réseau, l'autre qui est effectivement un producteur. Et là, chez nous, c'est la même chose. Donc, on est dépendant du fonctionnement des services. Et on a pas mal initié, pas mal avancé ces derniers temps. On en reparlera sur les délais probablement tout à l'heure. On a 2000 projets portés aujourd'hui, dont les 1350 dont je vous parlais, qui sont effectivement installés, pas toujours mis au service pour la totalité, malheureusement. Et on est sur des toitures. Alors ça, c'est important dans notre activité, c'est uniquement venir sur des toitures existantes ou à venir. Il y a quand même pas mal de constructions qui sont sur notre territoire aujourd'hui. Et vous avez parlé de l'arrêté tarifaire tout à l'heure et des conditions aussi réglementaires, particulièrement les surfaces des bâtiments. Or, on a pas mal de bâtiments de grande surface qui ont des obligations au regard d'une installation solaire en toiture. C'est là où nous intervenons le plus aujourd'hui. Pratiquement 800 000 m² de toiture exploitée, 100 millions d'euros d'investis, accompagnés par la BPI, accompagnés par l'AFD, accompagnés par un certain nombre de banques régionales, comme le Crédit Agricole ou la BNP, Martinique principalement, parce que notre siège est en Martinique. Je suis peut-être pas fini. Système client conception, développement, financement, construction, exploitation et maintenance. C'est-à-dire qu'on intervient sur toutes les centrales, à la fois dans l'élaboration du projet, dans la construction du projet et dans la maintenance du projet derrière. Soutien financier. Ça, c'est des choses très importantes. Effectivement, bien évidemment, toutes les sociétés comme les nôtres sont 9 000 ans. C'est tout à fait logique. 14 000 ans, c'est par les recyclages tout à l'heure. C'est pour ça que les batteries, on ne va pas les préconiser. Et c'est pour ça que les batteries, on ne les utilise pas, surtout dans nos installations, parce que pour nous, c'est un mauvais postulat. AQPV, ce qui nous permet de pouvoir être éligible à des appels d'offres. C'est une certification un peu particulière pour tout ce qui dépasse 100 kg. Au niveau de la puissance. Pas si 100 kW crête vous dit quelque chose, précisément sur le plan technique. Enfin, aujourd'hui, globalement, pardon, petit sous 620 MW. Bah, à l'heure actuelle, et là, on est effectivement sur des kilowatts crête. À kilo, ceci dit, si vous avez vu tout à l'heure, on est à 100 MW installés, ça veut dire qu'on est à la moitié de la production dans la journée. Je rappelle que le solaire, c'est au fil du soleil. Et donc, on est pratiquement à la moitié de la puissance de petits sauts. C'est quand même assez considérable. Sauf que ils tournent 24-24. Évidemment, c'est pas le cas. Puisque c'est le soleil. Donc, la QPV nous permet aussi, bien évidemment, d'aboutir à des constructions de 100 à 500 kg, voire même plus. Arrêté tarifaire du 5 janvier. Alors, celui-là, c'est bénédiction. Ça fait 2 ans qu'on l'attendait. C'est lui qui nous permet de passer de 100 à 500. Loi de finances 2024, investissement global doit être supérieur à 250 000. Alors, ça concerne vraiment, effectivement, les avantages fiscaux de l'autoconsommation. Uniquement de l'autoconsommation ou de l'injection réseau. Et là, il faut arriver à cette barre. Alors là, on est plutôt sur de l'autoconsommation, taux d'autoconsommation minimum de 80%. Donc, il est important d'étudier un projet pour savoir qu'on a un potentiel surface, donc un potentiel puissance à travers les panneaux que l'on va pouvoir installer sur une toiture. Ça aboutit effectivement à une possibilité de production
et il faut que ce bâtiment mange 80%. Deuxième condition, c'est que l'investissement soit supérieur à 250 000 euros. Et là, on a un crédit d'impôt potentiel. Alors, on a très peu d'installations ici qui sont concernées. Il faut des grands bâtiments avec de grosses consommations. Par contre, dès qu'on est dans le domaine industriel, particulièrement sur les Antilles, on a par exemple Antillas, qui est un de nos clients. Là, évidemment, la consommation est extrêmement importante, mais le potentiel surface permet d'aboutir à un calibrage d'une installation qui dépasse 250 000 euros d'investissement, crédit d'impôt, et qui effectivement a une puissance suffisante, mais qui sera quand même absorbée par la consommation du bâtiment. Vous voyez, les contraintes sont quand même assez draconiennes. Et ça, c'est avec vente de surplus obligatoirement. À ma connaissance, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de centrale installée parce qu'elles sont en cours d'installation, mais a priori, on serait là-dessus. Ce qui va permettre à EDF de vérifier et de transmettre probablement des rapports s'il y a bien 80% de consommation de la production. Loi d'accélération des énergies renouvelables, 30%, 50%, alors, ce sont des chiffres un peu évanescents. Pourquoi? Parce qu'on est soumis à la PPE. Et effectivement, cette PPE qui sera votée à la CTG bientôt, je crois. J'essaie de soutirer une information à la CTG. Mais c'est possible. C'était présenté lundi. CTG aussi. Non, moi j'étais invité à la réunion. D'accord, ok. Directeur. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle soit signée cette année. Alors, cette année, c'est mi-année, fin d'année. Donc, on a des objectifs un peu différents de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que nous, au sein de Systéco, avons compris, c'est-à-dire l'enjeu au niveau de l'énergie renouvelable est un peu différent de notre territoire, parce qu'on a un barrage, et on a une population en nombre qui est relativement faible, une croissance importante de consommation de nouvelles productions, mais une nouvelle centrale et des grands projets de ferme au sol. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir la synthèse de la PPE, ça nous permettrait d'avoir une visibilité, je dirais, sur le Ah, ben, volontiers. Donc, ces chiffres-là, on les prend avec prudence parce que je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Pour l'instant, on est là-dessus, on va voir ce que ça donne en termes de potentialité. Décret tarifaire, obligation de réduire la consommation du bâtiment. Alors ça, par contre, si effectivement c'est définitivement entériné, il va falloir faire quelque chose. Alors, est-ce que ça concerne les bâtiments à construire, déjà construits, très anciens, où ils ont peut-être des véritables passoires thermiques? Donc là, il faut voir effectivement ce que ça concerne, et là, il va falloir rentrer effectivement dans les textes et de véritablement les décortiquer pour savoir si ces bâtiments-là sont concernés. Les bâtiments locaux d'activité à usage tertiaire, dont la surface d'exploitation est supérieure ou égale à, alors on n'est plus à 1000 m², vous êtes à 500, c'est ça? 500 construits? Ça, c'est l'usage tertiaire, c'est le décret tertiaire, ouais, c'est bien 1000 m². C'est bien 1000 m² ce jour. Superficie prise en cause pour le bâti, le bâti héberge plusieurs. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de dérogations là-dessus, donc je ne vais pas m'appesantir non plus. Les dérogations sont absolument phénoménales. Voilà, on a 800 entreprises et institutions déjà équipées, quelques grands de la région. Voilà, quelques exemples ici sur Basse-Pointe, Martinique, concession PGM Martinique, Génipa. Alors Génipa, c'est un peu particulier parce que c'est la deuxième installation de Systéco qui s'est réalisée, et à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de 10 ans, c'était le plus grand bâtiment commercial quasiment de l'Hexagone et des zones non interconnectées, c'est-à-dire les ultramarins. C'est le cas aujourd'hui. Des énormes ensembles qui sont construits ailleurs. Et la particularité, c'est d'avoir mis 17 000 m² pour le solaire dessus. C'est une très grosse production en autoconsommation. En autoconsommation, simple. Non, avec reconnaissance. Les conditions étaient très différentes, bien plus avantageuses qu'aujourd'hui. Il n'y a pas C'est chaud, hein. On est à plus de 30 centimes pour certaines installations. avec des bénéfices. Avec les crédits, voire même la défiscalisation. Oui, pardon. Une petite question qui est sans doute un peu en avance. C'est vous qui assurez l'entretien des panneaux solaires après la pose? Parce que s'ils sont sales, des potentiels bactéries, je marche moins bien. Simplement, et vous avez raison, oui, parce qu'on a connu par exemple quelques installations assez. À la ronde de soir, enfin pas de nuit, ou EDF peut-être. Ils ont nettoyé là. Ou les deux d'ailleurs.
Ils ont été nettoyés depuis. Ah, vous changez, mais. Vous changez, oui, oui, donc une ancienne génération. Oui, au bout d'un certain temps, les panneaux, ben, vous savez que c'est même la même chose pour les chaussons. Les panneaux, c'est capteurs. Si on ne les nettoie pas et qu'ils sont crassés, évidemment, pas produire de la même façon. Même titre que si on a des lunettes, ça, on va moins bien voir. Ça revient un peu à la même chose. Oui, on les entretient, on les nettoie. Il ne faut pas les nettoyer trop souvent. Pour deux raisons principales, c'est que c'est quand même un travail qui doit être fait avec délicatesse. Pas marcher sur les panneaux parce que c'est pas fait pour ça. On les casse. Et qui après les changer, c'est plus compliqué. Et puis, bien évidemment, derrière, le fait que on peut aussi les abîmer en surface, les rayer, et puis c'est effectivement une production un peu moindre. Donc, une fois qu'ils sont tracés, alors, nous, on est monitorés sur toutes les installations. Il y a une centrale spécifique avec un nombre d'écrans incroyable et d'ingénieurs derrière. Ils reçoivent en temps et en heure, grâce à des puces ni plus ni moins téléphoniques, ils reçoivent des données. Alors, on n'est pas à 24-48 heures près, mais on voit qu'il y a une descente progressive de la production, alors que la météo trouve l'inverse. On devrait avoir une production normale. Et là, on va savoir qu'on va devoir programmer un nettoyage. La moyenne ici en Guyane, s'il y a un environnement qui n'est pas très poussiéreux ou très marin, on n'a pas trop de salinité ici. L'arborescence, très important aussi, 4 ans. Tous les 4 ans, on va être obligé de venir nettoyer ces panneaux blancs. 5 maximum, la plupart. Le phénomène de dépôt des cyanobactéries, du Sahara, oui. Ça va pas. Oui. Alors, les poussières du Sahara, effectivement, je les ai oubliées, vous avez raison 10 fois. C'est ce qu'on a le plus sur le capot des voitures et sur les vitres. Ouais. Mais bon, après, quand on a un délavage des poussières, l'avantage, dès qu'il pleut, s'évacue. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui font que les micro-organismes se développent. Cette espèce de couche noire collante, celle-là, elle n'est pas très bonne pour la production, c'est une absolue. Voilà, quelques autres exemples. Pierre, il y en aura d'autres. Alors ça, c'est l'USM pas possible, si vous connaissez. Il y a d'ailleurs une autre installation qui est venue dans l'angle droite, là, la route. On est à 145 km. Ça, par contre, c'est de la location. On parlait tout à l'heure de location. Quand on a une surface intéressante et je dirais un modèle intéressant sur le plan financier, qu'est-ce qu'on fait? On propose effectivement en tant que producteur que le propriétaire, l'association, peu importe à la limite son entité, vienne louer sa toiture. Puisque si on veut produire, faire une transition énergétique, il nous faut des surfaces. Si on n'a pas de surface, on ne les aura pas au sol puisque ce n'est pas notre métier. L'avantage aussi d'être sur les toitures, c'est de disséminer de la production un peu partout sur le territoire. C'est un maillage qui n'est peut-être pas inintéressant. J'avoue plus compliqué pour EDF, pour 2 raisons. Plus de dossiers. Parce qu'au lieu d'avoir une ferme de 30 MW au sol, on se retrouve avec 30 kg jusqu'à 700 ou 800 kg. Mais en même temps, l'avantage, c'est de ne pas être centralisé à un point géographique précis. L'inconvénient, ça leur fait un double travail. C'est étudier et faire les travaux pour mettre à réseau derrière. Voilà. D'où le délai actuel. On parlera peut-être un petit peu après. Et quels sont les prérequis pour la location? Minimum de surface potentielle, état de l'ensemble du bâti correct. Par contre, on a des solutions qui nous permettent de faire souvent des réflexions. On a un bâti qui n'est pas toujours en très bon état en Guyane, du fait d'un manque d'investissement ou d'entretien. Mais on a des solutions financières, c'est-à-dire en fait, s'il n'y a pas de solution véritablement pour refaire par exemple une couverture, voire même des petits travaux de charpente, on propose que les loyers servent à ça en partie ou en totalité. Et c'est une vraie dynamique de transition énergétique. Alors, je pouvais vous citer des dizaines de dossiers sur la Guyane. Ils sont très nombreux. Petites et grandes installations. Quand vous dites minimum de surface, c'est quoi? Alors, le minimum aujourd'hui, on a un petit peu varié. D'abord parce que EDF nous a dit qu'ils n'en pouvaient plus d'avoir autant de dossiers. Donc, on a dû modifier un petit peu le curseur. On est globalement aujourd'hui à partir de 450-500 mètres carrés. Et après, il n'y a pas de limite. J'ai des installations jusqu'à 5000 mètres carrés. C'est pas destiné aux particuliers. Alors, ça dépend. C'est pour ça d'ailleurs que si vous sortez, vous voyez ma voiture qui est avec plein de petites choses dessus, c'est marqué particulier et professionnel. Malheureusement, le deuxième point, c'est que les financeurs nous ont quelque part lâché sur les financements sur des centrales de ce type-là,
considérant que le retour sur investissement est aléatoire et que les temps de travaux sont trop élevés. Enfin, ils ont fait des audits là-dessus. On considère aujourd'hui que les particuliers, c'est un enjeu majeur sur nos territoires. C'est vrai que les perspectives, peut-être de la PPE, nous laissent entrevoir aussi des années moins florissantes. C'est possible. Je ne connais pas la PPE, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais je commence à avoir une petite idée. Et donc, on a accéléré sur des grandes surfaces. Donc, 450-500 mètres carrés potentiels, le plus possible avec des toitures simples. C'est sûr que si on a du 2 pans, c'est plus simple, en évitant tous les obstacles, entre autres les chauffes solaires. Et puis. Il y a une inclinaison particulière. Pardon? Pour une inclinaison particulière. Il y a une inclinaison maximum surtout, c'est-à-dire le type de toiture chalet de la Savoie, non, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a un ombrage toujours très très important. C'est impossible de bosser si ce n'est d'être à branche, c'est-à-dire et ça, on ne peut pas le faire. Je dirais qu'on peut aller sur une inclinaison qui ne dépasse pas les 25 degrés. Ça, jusque-là, ça va encore, on peut bosser correctement. Imaginez qu'on a des panneaux qui font un peu plus de 20 kg, ça fait entre 14 et 15 kg au mètre carré, avec toute l'installation. Et cela, il faut les monter. Donc, si on est présentant, ça devient très très compliqué, il faut soit arraché de tous les côtés. On est plus sur de l'alpinisme qu'autre chose. Mais là, ça devient très compliqué. Oui. J'ai une question aussi, on installe sur des toitures, si c'est des bateaux, essentiellement. On voit les installations sur parking, je pense à Pamela Plaza, etc. Les ombrières. Ouais, il y a une maison là-dessus. Effectivement. La question un peu bête, c'est ça, mais pourquoi les panneaux photovoltaïques ne devraient pas être la couverture? Impossible de créer une étanchéité. C'est pas possible. Les conditions météo ne sont pas du tout propices à ça. D'ailleurs, en métropole, ça ne se fait pas. On a des tuiles photovoltaïques à recouvrement, si vous voyez un peu le système. Mais en fait, ce sont des tuiles. C'est comme si vous avez une tuile classique, sauf que c'est une tuile spécifique qui produit l'énergie. Mais ici, créer une étanchéité comme, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'ABF, architecture des bâtiments de France, ici, il n'y a pas. Il y a l'ABF en milieu, mais je ne sais pas s'il est arrivé encore. Il est en métropole. Il n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on a reçu 2-3 fois sur des dossiers. Alors, c'était pré-dossier parce que j'ai la carte de la valorisation de l'architecture du patrimoine. Vous êtes pile dedans ici. En tant qu'archi, maison des architectes, vous êtes pile dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas autrement que d'intégrer éventuellement des panneaux, et encore, je ne suis même pas sûr d'un zone. Mais une intégration de panneaux créant étanchéité, écoutez, on ne connaît pas de solution. Pour savoir si ça existe, parce que bon, j'imagine les panneaux, c'est industriel, oui, etc. Il n'y a pas de solution étudiée pour que ça devienne. L'étanchéité totale? Ben non, parce qu'en fait, on est sur des panneaux qui viennent se jointer. Comment créer l'étanchéité avec le nombre de joints qu'il y a là? Ça me paraît difficile sur le plan technique. Alors, on peut certainement arriver à tous les systèmes, parce que là, j'ai des archis ou des ingénieurs en face de moi. Il y a toujours des solutions. Oui, mais à quel prix? On trouve des solutions d'intégration sur le bâti, mais ouais. C'est plus dans la température. Plus d'obligation. Ce qui est un petit peu différent du fait qu'il y a une solution. Il y a bien la solution technique, il n'y a plus l'intérêt financier parce qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent disparaître à travers la réglementation, le cadre réglementaire. Sur la solution technique, elle existe, mais une nouvelle fois, je réédite. À quel coût? Mais quel est l'intérêt réel en plus derrière? Parce qu'il y a un autre problème sur le bâti, c'est que vous chauffez. Quand vous avez 15 cm d'écart entre vos panneaux et qu'il y a un coussin d'air qui passe en dessous, qui fait ventilateur par rapport à votre couverture, la radiation qui passe sous les panneaux, parce que ça chauffe un petit peu malgré tout en dessous, elle va vite s'évacuer. Par contre, si vous faites une intégration partie, quand vous chauffez en dessous dans la maison. Ouais. Et là, ça devient un problème. La plupart du temps, aujourd'hui, sur notre cas, c'est sûr, il exige quand même des surtoitures, l'aération naturelle. Une surimposition. Ouais, sur dalle, peu importe. Ça paraît logique. De toute façon, on va sur nous proposer quand la toiture est déjà isolée. Bon. Non, parce que là, permettre de mettre la toiture à l'ombre. C'était pas isolé en soi. Non, mais en réalité, n'oubliez pas que vous encaissez entre 70 et 80% des rayons du soleil. En fait, si vous n'avez pas de panneau, vous avez plus chaud. Si vous allez sur la tôle en pleine journée au mois d'octobre,
sont là depuis très très longtemps en Guyane, je peux vous dire, vous ne mettez pas les pieds nus dessus. Vous pouvez même mettre l'œuf dessus d'ailleurs. Normalement, il faudra mettre du panneau solaire quand déjà le bâtiment est sobre. Donc, il a été bien isolé et tout ça. À l'idéal, oui, mais on arrive quand même à. C'est pas l'effort de chercher, hein, mais j'ai énormément de nos clients, alors particulièrement évidemment sur ceux qui habitent en permanence. C'est-à-dire, on a dû faire peut-être une quarantaine de maisons individuelles en Guyane. Ils me disent qu'il y a quand même une différence de chaleur, surtout ceux qui sont en faute la rampant avec le mezzanine. Ah, il n'y a pas photo, quoi. Ils avaient vraiment très chaud avant. Et puis après, il y a le son aussi de la pluie, un peu plus mat. Ça casse réellement. Oui, oui, clairement, ça nous casse. Mais à l'idéal, vous avez raison. Ce qui serait bien, c'est d'isoler d'abord et on compte sur vous pour des créations qui sont suffisantes. On est vite pour ça, c'est notre travail. Ça, au moins, on a quelque chose de presque parfait. Oui, pardon. Au niveau de la charge que ça crée, quand vous implantez sur une structure qui n'a peut-être pas été calculée à la base pour ça, quels sont les prérequis? Est-ce que vous pouvez vous implanter sur un bâtiment Existant. Et oui, et comment est-ce que vous le faites dans ce cas-là? Diagnostic solidité par un bureau de contrôle environnemental. Donc, ce n'est pas vous qui le faites? Non, parce qu'on est 9001, donc ça n'a aucun intérêt effectivement d'être qualification de cette façon et puis de vouloir nous faire de la qualification sur le bâti. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait un vrai diagnostic solidité d'un organisme indépendant. On le fait systématiquement. En Guyane, j'ai une bonne dizaine de dossiers, voire même une douzaine, où on a dit non. Parce que le diagnostiqueur a dit non. Il va pas, c'est tout. C'est compris dans votre offre. Oui, oui, ça fait partie des conditions suspensives. C'est-à-dire qu'on élabore un projet, alors c'est du bâti existant, bien sûr, mais ceci dit, j'ai eu le cas sur dossier archive. Ce n'est pas moi, effectivement, qui l'a analysé, hein, c'est notre PET qui l'a analysé, qui a dit ah, et le diagnostiqueur sur plan nous a dit d'entrée, non. Ou alors, modifier la charpente et renforcer la superstructure. Et à contrario, en neuf, vous pouvez faire de l'accompagnement pour conseiller les architectes sur. Oui. Okay. Sur la charpente, on vous donne les éléments sur la descente de charge. Et bien évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si la réglementation ne vous oblige pas, parce que la surface est de moins de 500 mètres carrés aujourd'hui, pour autant, vous avez peut-être intérêt, au regard de votre client, qui peut devenir aussi une autre d'ailleurs, ou une bailleur, peu importe comment on l'appelle, moi je l'appelle plutôt bailleur client, dans ces cas-là, de le mettre dans le permis de construire à la base. Parce que ça va nous permettre de gagner énormément de temps. Alors ça, c'est un point très intéressant. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que maintenant, vous avez l'obligation, vous savez, justement, de rajouter les charges des panneaux sur le dimensionner la charge? Je ne vais pas répondre pour tous, mais a priori, le panneau qui va comportement du monde, n'importe. Soit un bureau d'études techniques, soit rajouter. Après, est-ce que c'est prévu d'entrer comme en charge d'exploitation standard? Vu que la loi est récente, ça devrait rentrer dans les normes. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'est un point d'alerte. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à votre question sur la réalité de nos interventions, de nos centrales, on a posé sur des charpentes de bois, sur des individus. Ici, on sait qu'on n'a pas des charpentes exceptionnelles, puisqu'on n'a pas beaucoup de neige, on n'a pas un poids relativement disparate d'une année à une autre, mais qui peut être aussi extrêmement important. Donc, on n'a pas besoin, on n'a pas non plus de coup de vent très important, on a des charpentes plutôt légères, il me semble. Et pour revenir sur le PC, ce qui est intéressant, c'est plutôt que d'attendre effectivement que le projet se fasse, que vous déclariez la DACT, déposiez la DACT, j'arrive jamais à le dire, et que derrière, il vous faut la conformité, et qu'on a lancé le projet maintenant, et que vous avez fini les travaux, vous avez fait le revêtement, et que vous êtes obligé de faire une tranchée sur du béton, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que si on le met en amont, que ça soit une proposition de notre part, en partenariat, en disant, tiens, c'est intéressant sur le plan financier, on vous propose la solution, on vérifie les éléments, notre DET interne va vérifier les éléments, entre autres, le calibrage de la charpente, dire, écoutez, ça paraît adéquat. On attendra le diagnostic solidité à la réalisation, bien évidemment, au final. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas attendre que tout ce chantier se déroule, que tout soit terminé. Et puis après, finalement, ah bah oui, ça m'intéresse, et puis on va faire maintenant. C'est vraiment dommage. Si on n'a pas une autorisation administrative, c'est une grande bagarre entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Décidément, c'est le Sénat qui a gagné, et donc ce sont les maires qui ont autorité.
s'il n'y a pas une décision administrative, un document administratif qu'on appelle un certificat de non-opposition, on ne peut pas monter le dossier EDF. Ce qu'on appelle une complétude à EDF. Et c'est temps zéro chez nous. Temps zéro, c'est la date où on a une complétude à EDF. Et là, ils vont lancer l'étude pour savoir de quelle façon on va se raccorder. Ils vont vous faire un devis et à la sortie, ce qu'on appelle une PTF, proposition technique et financière sur un projet plus important. On va connaître les coûts de raccordement et on les accepte, on les accepte pas. On les connaît maintenant en Guyane, autant que sur les autres territoires. En tout cas, on a une évaluation qui nous permet de valider d'une façon définitive, c'est une des conditions suspensives. En général, on n'a pas de mois sociaux. Je ne sais pas si contrainte mois, ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est une contrainte du réseau, si vous voulez. Elle concerne principalement les zones résidentielles où il y a énormément d'habitations. Là, on a eu quelques mauvaises surprises parfois. On a réussi à trouver une solution avec EDF. Mais en général, sur les zones artisanales et sur les zones industrielles, au pire, on est sur les grandes puissances. Ils nous disent OK, transfo acheté, on paie le transfo, puis on en parle plus. De trouver le bon emplacement de transformateur. C'est un autre sujet. On y arrive en super. Oui, c'est toujours évident. Et là aussi, je vous reviens dessus, c'est que quand on a étudié le projet en amont, on sait où vont être les locaux techniques. Ils sont extérieurs et accessibles. On sait quel va être effectivement le plan de recollement à destination du point de livraison, enfin, frais de comptage, un ou plusieurs d'ailleurs. On sait si on a une obligation de mettre un transformateur et quelle est sa puissance, qu'est-ce que ça coûte, à quel endroit il va être. On va pouvoir relier tout ça, ce que je suis en train de faire sur un gros projet en Guyane. Et donc l'intérêt aussi, c'est d'approfondir vous, et peut-être, si je puis me permettre, d'être aussi plus performant par rapport à la proposition que vous allez faire à votre client en disant, regardez, j'ai une solution financière intéressante et j'ai tout étudié au passage. Alors qu'en fait, on peut vraiment vous aider dans ce domaine-là. Vous amener beaucoup d'éléments, qui soient à travers les études ou validation, mais en même temps, bien sûr, au niveau pièces graphiques. Ce n'est pas un souci. Donc, déclaration dans le permis, si obligation ou pas, intérêt réel, transition énergétique, amélioration du RSE des entreprises. Enfin, il y a pas mal de sujets. On n'en a pas parlé, mais il n'y a pas une seule entreprise qui ne pense pas aujourd'hui, petite ou grande, amélioration du sol et la sol. Ça paraît logique. C'est une chose qui est quasiment automatique en Hexagone et aux Antilles aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité en Guyane. Comment ça vient parler, je sais pas. Pas trop. Et la responsabilité sociale, elle permet aussi de ce qu'on a vu ce matin dans un entretien avec un gros opérateur immobilier. Clairement, c'est un vrai sujet pour mobiliser les équipes dessus. Pourquoi? Parce que les jeunes qui rentrent dans les entreprises, vous êtes beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'Assemblée, sont très sensibles à ça. Beaucoup moins dans notre génération, il fut un temps. Plus sensibles aujourd'hui à travers nos enfants. Donc, c'est une occasion aussi de proposer des choses à destination de votre clientèle qui, elle, est peut-être effectivement très ouverte à la discussion là-dessus. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser. Je vais passer le message. Juste, oui. On peut imaginer de prévoir une charge pour le panneau, oui, systématiquement. Après, je pense que déjà, si on parle là-dessus, on est plutôt bien dessus. Oui. Après, des locaux techniques, on n'aura pas forcément besoin. Si, on peut mettre la place pour les onduleurs, on peut les mettre en façade. Oui, mais de toute façon, on a des box pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement sur. Je vais vous faire voir des images. Oui, je dois avoir, je pense, des photos sur installation, peut-être. Ouais. Photos techniques. Je vais vous faire voir à quoi ressemble une double box en aluminium. Vous allez voir, c'est plutôt élégant. On est sur l'autoportée, hein, sur une dalle autoportée qu'on a fait, effectivement. Il n'y a pas de poids dessus. Alors, dites-moi laquelle. C'est pas sur ces photos-là, c'est sur. J'ai tout mis. Ah oui, ok. Vous allez voir une box à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça, à gauche. Voilà, ça c'est double local technique sur une installation à 2 degrés d'écart. Chez un industriel. Local, donc il y a le projet. Oui, on a 2 fois 100 kg. On a 2 fois 100 kg. Une boîte pour 100 kg. Pardon? Et une boîte pour 100 kg. Ouais. Et les onduleurs. Oui, on a un onduleur. Alors maintenant, on a des onduleurs jusqu'à 100 kg, voire même jusqu'à 150, voire même un peu plus. Alors, on se méfie de ceux qui sont trop gros.
Ça va être plus fragile, d'ailleurs, aussi. Donc quand ça tombe, ça fait beaucoup de Et après, il y a un ventilateur qui tourne, et effectivement, ça peut être aussi embêtant. Donc, selon mes deux, Ça peut être mis à l'intérieur? non, il faut qu'on puisse y accéder pour des raisons sécurité 10. Hein, on ne peut pas faire autrement que d'avoir enfin, je veux dire, en général, c'est un accès d'une façon générale pour avoir une manette pour descendre l'installation et la débrider. C'est très facile à débrider aujourd'hui. Il suffit de la débrider et ça y est, ça ne produit plus du tout d'électricité. Après, ça peut être intégré à la façade, ça peut y avoir un renfoncement avec une grille ou quoi. Ah, c'est qui sera plus électrique. Tout à fait, c'est envisageable. Par contre, on est obligé de la sécuriser, de la fermer. Il faut obligatoirement la fermer et il n'y a que les pompiers ou nous qui puissions y accéder. Fermé mais ventilé. Mais toujours ventilé, avec les ventales. Et on a essayé de trouver des box qui soient suffisamment élégantes pour une intégration bâtie aussi. Parce qu'avant, c'était des nids d'abeilles. C'était pas top. C'est un peu bruyant, je peux trouver des petites alarmes. Oui, mais ça fait, globalement, ça fait la moitié du bruit d'un compresseur de clim de 18 000 dp. C'est quand même. C'est juste pour dire que tu ne peux pas le mettre non plus à côté d'une fenêtre. Non, pour éviter d'être trop proche d'une ouverture, effectivement, c'est une bonne idée. Donc là aussi, c'est une peut-être approche avec vos archives pour dire, ben, essayons de faire au mieux, plutôt que de faire après, où on n'a plus tout à fait les mêmes solutions. Sans vous embêter, hein, mais c'est. Non, parce que sur nous aussi, on est plutôt preneurs des contraintes avant, plutôt que de raconter une box après. On revient sur les. Est-ce qu'on peut revenir sur les photos voilà, tout en haut, il y a tout un ensemble de photos qui concernent justement les installations pour les certifications dans la partie des gens. Tout en haut, je pense. Voilà. Alors, on est souvent aussi sur des résidences d'autopropriété, donc je ne sais pas si vous intervenez dessus, donc archi, sur la réhabilitation, la rénovation, des choses comme ça. Mais j'en ai fait pas mal de résidences. Vous voulez qu'on les défile? Oui, si vous voulez, c'est une bonne idée. Quelques bâtiments sur Montalon. Essayez avec le pointeur si vous pouvez. Ah, ok. Non. Non, il ne veut pas. Non. Je le fais pour vous alors. Ben, oui, ça vous en être. Voilà, ça c'est Galmo, toutes ces installations. Là, c'est Rajout de Ville. Anciennement, c'était le gaz. Maintenant, c'est GBH qui a racheté. Ici, on a un garage. Ça a vachement évolué les panneaux. Hein. C'est vraiment intégré à la toiture. Quelquefois, on n'a même pas l'impression qu'il y a. Ils sont relativement, ils sont à 15 cm. C'est plus élégant. Exactement. Alors là, on est sur une couleur bleue, puisqu'on cherche effectivement à la fois produire, mais on a un effet pile. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il ne faut pas que les panneaux chauffent trop. Donc, on est sur du bleu plutôt que du noir, alors que dans l'hémisphère nord, on est plutôt sur du noir que du bleu. Parce que, ben, voilà, il va falloir qu'ils cherchent un maximum de production, sachant qu'ils ont un minimum de soleil dans l'année. Ça, c'est Fitness Park. Puis, le commerce juste. On voit là, Radio Joie de Vivre, Corbeau, qui est derrière. Ça, c'est une résidence privée, par exemple. Sur l'avenue de la Crifine. Ça, c'est une résidence qui s'appelle Ibis. Et là, on a changé intégralement les couvertures. Et on a fait un traitement aussi de la charpente et on a changé un minimum d'éléments de charpente qui étaient un peu mangés. Et la peinture, et la peinture, c'est plus doux. Oui, le bâtiment mérite d'être un petit peu rafraîchi. Je vais avec la photo, mais c'est pas parce qu'il y a une autre résidence qui s'appelle Laurentier, là, ça. Vous êtes rapproché des bailleurs sociaux. Oui. Ils sont tous aussi très sensibles au RSE aujourd'hui. Parce que dans leur logique et dans leur, je dirais, dans leur relation aussi avec les politiques, c'est vraiment le choix. C'est-à-dire de dire, OK, voilà, de quelle façon je vais participer. Alors, du coup, si vous installez du photovoltaïque sur des résidences collectives, c'est de la location de toiture, c'est pas d'autoconsommation. Non. L'autoconsommation collective, pour rejoindre ce que M. Simon, c'est lui, non, Corbin. M. Corbin, pardon. Que M. Corbin a expliqué avec justesse, c'est compliqué. Donc, les règles, on les connaît, hein, on ne peut pas vendre même entité. Donc, maintenant, ici, je ne sais pas trop comment on fait. Est-ce que l'autre va accepter ce que vous avez trouvé dans les 2 kilomètres? Est-ce que
Il faut que tout le monde soit d'accord si c'est la multipropriété. Moi, je dis ça parce que Parce qu'une usine à gaz, nous, on avait une demande des bailleurs qui pensaient que du photovoltaïque pourrait alimenter les éclairages communs, par exemple. C'est faible les éclairages. C'est ça, c'est pas C'est une grand-chose. petite consommation d'accord. des éclairages. Et puis il y a d'autres solutions solaires pour des candélabres qui capteurs, hein, finalement. Oui, dans les coursives et dans les escaliers. Ah, ça c'est autre chose. Mais c'est dérisoire. C'est ça, et À la marge. il vaut mieux revendre. Par contre, l'investissement ne va pas être dérisoire. Alors, pour revenir sur l'autoconsommation individuelle, c'est une super question parce que ça va permettre de rebondir là-dessus. Est-ce que le modèle économique est vertueux sur la maison individuelle à 3 kg aujourd'hui? Si on considère 3, 4, 5, peu importe à la limite, mais c'est surtout si on considère qu'on a une consommation dans la journée qui est relativement faible, parce qu'on n'y est pas, mais on n'a pas de chauffage. Ceux qui sont concernés en hexagone, nous connaissons ceux qui chauffent à l'électricité. Et ceux-là, ils chauffent tout l'hiver. Dans certaines régions, c'est même un peu plus que l'hiver, c'est le printemps aussi. Et donc, à la sortie, ils se retrouvent avec une consommation électrique et de facture qui devient effectivement, je dirais, qui rend vertueux le modèle économique. Nous, on ne va pas aller là-dessus sur la Guyane parce que ce n'est pas quelques clients qui vont tourner de temps en temps qui vont vraiment augmenter d'une façon considérable la consommation. Oui, quand même un petit peu, mais par contre, avec une installation, l'économie, non. Parce qu'en réalité, les clients, on les met quand? Mais après, si ce n'est pas de l'autoconsommation, ça peut être de l'injection. Oui, mais c'est aussi une bonne question parce qu'il faut considérer que sur l'autoconsommation à 4 kg, on est déjà à 15 000 euros. Même si on a une aide, il va rester 10. C'est amenable. Et sur de l'injection directe au réseau, je vous mets au défi de monter le dossier avec EDF. Ça faisait partie des questions. D'ailleurs, si je peux vous demander de conclure en quelques minutes, et après on passera aux échanges. C'est tout bon? Vous avez d'autres images que vous vouliez nous montrer? Bon, après, je pense qu'on a à peu près fait le. On a fait le tour? Oui, je pense. Très bien. Ouais, parfait, merci. Du coup, maintenant, si vous voulez passer aux échanges. Donc, moi, ma principale question, c'est le raccordement au réseau EDF. Oui. Alors, bon, vous avez répondu sur une petite installation, qui n'est pas une surprise. Mais même sur les installations un peu plus grandes, est-ce que vous avez des difficultés pour obtenir le raccordement est-ce que c'est possible de raccorder sur tout le territoire? On a vu qu'il était désormais obligatoire pour les bâtiments neufs d'opposer des photovoltaïques en tertiaire. Du coup, normalement, on devrait le faire partout. Du coup, on devrait pouvoir le raccorder partout. Vous avez eu des difficultés de raccordement sur certaines communes, sur certains secteurs? Il y a des zones géographiques exclues. Tout ce qui est au-dessus de Soula jusqu'à Irakubo est fermé par EDF aujourd'hui, y compris Montsénéry. Alors, c'est dû à deux choses. La première, les postes de source sont pleins, virtuellement. La deuxième, vous avez une liste d'attente sur des projets qui est phénoménale et plein d'opérateurs qui ne sont pas présents sur le territoire, mais ils se sont pas retirés des projets. À la sortie, la liste d'attente en puissance autorisée en quelque sorte, fait que il n'y a plus de place sur les postes de source. Ça revient à un effet redondant où s'ils sortaient de ces projets-là, on estime qu'on pourrait avoir quelque chose comme 100 MW supplémentaires de puissance dans ces zones. 100 MW, pour nous, en Guyane, c'est 3 ans de boulot. Bon, on n'est pas les seuls, c'est sûr. Mettons qu'on a 2 ans de travail. C'est 10% du mix énergétique. C'est énorme. Donc, à la sortie, on se retrouve à amputer d'une zone géographique. Alors, c'est vrai que c'est principalement Kourou, puisque en fait, Kourou, c'est là où il y a le plus d'entreprises et de bâtiments importants. Il y en a un petit peu à Sinamari. J'en connais quand même quelques-uns intéressants sur Montsénéry, malheureusement. Toute l'île de Cayenne, il n'y a pas de souci. Non, on peut aller jusqu'à Saint-Georges. On dirait pardon? Saint-Georges, oui. Ouais, ils ont leur propre réseau. Non, pas Saint-Georges-de-l'Oyapock, non. Non, ils sont. En fait, on est connecté Saint-Georges-de-l'Oyapock jusqu'à Saint-Mana, aujourd'hui à Patou. Et par contre, après, il y a effectivement des outils de production qui sont Saint-Georges, tout à fait spécifiques. Saint-Georges, on est installé, il n'y a pas de souci dans le réseau. Oui, dans le réseau, mais un réseau qui n'est même pas connecté, c'est lui. Connaissance, oui. On a une proposition. Non. Il y a 2 moyens de production. Il y a 2, peut-être.
Oui, en tout cas, ils nous ont autorisé un projet sans aucun problème. Saint-Jean. Mais là où vous avez raison, c'est que sur Saint-Jean, le développement économique, vous avez raison. Donc, du coup, pour vous, a priori, économiquement, c'est intéressant à partir de quoi? Alors, l'autoconsommation, on reste nous sur l'industriel à partir de 100 kg. Évidemment, ça concerne finalement relativement peu de cibles sur la Guyane, pour une raison simple. L'industrie totalement balbutiante. Moi, à 35 ans de Guyane, je n'ai pas vu vraiment l'industrie monter en croissance. Ça va être très, très peu de cycles de production. Je vais citer l'usine de Wassai, par exemple. Elle s'est fait amputer de 100 kg parce qu'elle ne peut pas réaliser son deuxième projet à cause de ces fameuses ressources. Donc, il y a aussi des problèmes de réseau primaire, réseau EDF, qui fait qu'on n'a pas une grosse dynamique là-dessus et qu'évidemment, ils ont besoin d'énergie. C'est la première chose dont on a besoin, c'est d'abord d'énergie pour l'industriel. Sans énergie, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Donc, on a vraiment ces zones sont quand même très importantes, mais en même temps, ce n'est pas le potentiel le plus important. L'île de Cayenne reste important, mais j'ai parlé de Kourou. Ça serait quand même bien qu'ils essaient de résoudre le problème. Des gros projets sur le centre spatial. Il y a un gros potentiel. Il y a des entreprises qui ont anticipé sur de l'infrastructure parce qu'ils ont peut-être quelques informations qui sont intéressantes. Ils vont faire le centre internet. Oui. Donc, EDF a l'air d'être enclin à faire des travaux peut-être et de finaliser. On n'a pas. Est-ce que c'est des travaux qui sont en cours? Est-ce qu'ils sont. Alors, c'était justement. La CTG est plus au courant. Tu étais à la réunion là? J'ai changé les limites. Ici, 2, 3, 7. Là, la personne de DEF est encore plus pessimiste que ça quand on avait posé la question. Ça a été un des principaux points soulevés pendant la discussion, c'était pour un raccordement de photovoltaïque, toiture. Oula! 2 ans, Oula! Vous voulez croiser un peu les infos aussi par rapport à votre vécu, par rapport à ce que je ne vais pas avoir une réponse de Normand, parce qu'il y a des Normands. Moi, je suis breton, mais franchement, oui, sur certains dossiers, ça dépend complètement des chargés d'affaires. Moi, j'ai juste une petite remarque d'un cadre supérieur à EDF qui me dit si vous pouviez faire quelque chose pour nous. Et effectivement, on le fait avec les chargés d'affaires, c'est-à-dire une relation étroite avec ceux qui sont les artisans en fait, du dossier, ceux qui mettent la main dans le dossier, ceux qui vont passer les contrats avec les entreprises sous-traitantes. Et là, on a quand même des avancées notables. De mémoire, je crois qu'il y a 5 chargés d'affaires supplémentaires qui sont jeunes. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous, vous serez contents. Votre génération, effectivement, est très dynamique. On a un vrai changement qui est en train de s'opérer, avec une ancienne génération qui va peut-être partir à la retraite et qui est peut-être moins concernée par ce genre de... Peut-être la centrale aussi qui est en train de se construire a changé. Je poserai la question à la CTG plus tard. Mais la centrale a dû changer le paradigme aussi, à mon avis. Ça a changé un peu les choses. Malheureusement, peut-être pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie renouvelable elle est un peu parent pauvre, si vous voulez, aujourd'hui. Mais EDF, c'est quand même bien structuré et on avance un peu plus vite quand même sur les dossiers. Mais on a des dossiers avec les 3 ans. Par contre, j'ai des dossiers, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le chargé d'affaires, 1 an et demi. Est-ce que c'est la zone? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est la façon de prendre le dossier? On est un peu perdu là-dedans. C'est trop long. De toute façon, EDF en est conscient, nous le dit nous-mêmes, c'est trop long. Pourquoi? Parce que la moyenne, elle est à 9 mois dans les zones. Mais c'est la même problématique sur la Martinique et la Guadeloupe. Avec par contre un maillage, un réseau qui est beaucoup plus complexe. Et on peut le comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'industriels, il y a énormément d'habitations qui sont disséminées sur le territoire, avec un réseau très ancien qui n'a pas nécessairement été entretenu comme il fallait. On a un réseau relativement simple, vous avez vu, c'est des lignes droites. Mais là, ça part dans tous les sens. C'est trop long en tout cas parce qu'on a aussi derrière des bailleurs qui ne comprennent pas pourquoi ça prend tant de temps, des investisseurs chefs d'entreprise qui nous disent mais attendez, j'ai investi, ça fait 1 an et demi que j'attends le retour sur investissement. Pardon. Et sur l'autoconsommation, pour y répondre, c'est à vous de faire la question qui était posée tout à l'heure. On a fait plein de modèles là-dessus, donc on commence à connaître un petit peu notre sujet. Le bilan prévisionnel sur 3 kilos, vraiment pas sûr, c'est des investissements importants.
Et après, il faudrait vraiment une consommation importante. On peut considérer, si vous voulez, que à 3 000 euros par mois de facture, c'est-à-dire 36 000 euros de facture EDF, ça commence à être effectivement vertueux de faire de l'autoconsommation. En dessous, le retour sur investissement risque d'être un petit peu. Financièrement. Financièrement, ouais. Il y en a d'autres. Mais certains le font très bien. Hein. Il y en a qui le font, qui disent bah, écoutez, je vais gagner dans l'année 200 euros, 300 euros, 400 euros. Parce qu'en fait, nous, Je trouve que c'est grand maximum à peu près. après nous, Je disais, mais dans tous les cas, je travaille chez moi. Donc, l'entreprise PV, ça vous, parce que si un client qui vous demande de l'autoconsommation, je vous promets par A plus B que c'est possible. Parce que vous gagnez avec une étude d'autoconsommation. Ouais. Mais si par contre les factures d'EDF s'envolent, peut-être que pour l'individuel, ça devient vertueux et on va s'y mettre. Hein, parce que ça dépend. On va voir jusqu'à quel montant les factures vont s'envoler. Si elles s'envolent de 20% en 3 ans, je pense qu'effectivement, les paramètres sont plus les mêmes. Quoi. Et là, l'investissement, si elle les aide, en tout cas, si elle reste. Parce que 0,56 de kilowatt, oui, ça devient intéressant, c'est sûr. On se retrouve avec des aides d'État qui sont des prix d'EDF aujourd'hui, qui sont sacrément conséquentes. que nous, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est ce que montrait Cécile au début avec la vache mégawatts, c'est pas que le photovoltaïque qui nous intéresse, c'est la démarche. De faire en sorte qu'on puisse faire des bâtiments dans le tertiaire qui finalement produisent plus qu'ils ne consomment. Oui. Donc l'autoconsommation à 80%, ça encourage ce genre de choses. Mais aussi, après, vous me dites qu'il y a des tailles où c'est compliqué financièrement ou techniquement pour vous, etc. Non, techniquement, non. Mais financièrement, pas vertueux. Et donc, du coup, parce que nous, par exemple, le tertiaire, pour nous, souvent, on va dire, voilà, les groupes scolaires. Si on fait des groupes scolaires en finance naturelle, on parle de consommation mètre carré, je crois que le décret tertiaire, les premières valeurs qui sont sorties, on est à moins de 50 kWh en mètre carré, même voire moins que ça. Tous usages confondus. Donc, du coup, on n'aura pas forcément besoin de beaucoup d'installations pour couvrir au moins équilibrer. Oui. Pas forcément couvrir en consommation, mais au moins équilibrer les consommations par une production. Bien sûr. C'est du 30 kg, c'est du 40 kg en maximum. C'est comme ça. Alors, une problématique pour nous, c'est un peu la maintenance. Si on multiplie, un peu comme les dossiers EDF, ça fait beaucoup plus de travail. Si on multiplie le nombre de petites institutions, on va se retrouver avec une maintenance de folie, un nombre de techniciens qu'il va falloir trouver. C'est un peu le dynamique d'EDF. Je ne rejette pas la pierre nécessairement. Voilà, on se une compétence. Je suis facile à trouver en Guyane parce que les formations sont balbutiantes. Que nous, on a par exemple 2 ingénieurs, enfin 2 masters, pour nous c'est des ingénieurs quasiment, hein, qui sont des conducteurs de travaux qu'on a recrutés à l'université de Guyane. Mais trouver une main-d'œuvre de technicien dans ce domaine-là, c'est une balbutiante. Et donc à la sortie, cette ressource humaine, si on ne l'a pas, comment on fait la maintenance d'installations multiples? Je ne fais pas trop d'installations pour être capable d'assumer cette obligation. Après, l'autre truc, c'est que la discussion qu'il y a eu, des discussions qu'il y a eu sur c'est d'un point de vue environnemental, de préservation de l'environnement, c'est mieux de faire des entretures que sur des eaux naturelles. Donc, ce sera plus facile à entretenir aussi. Voilà. Au sol, il y a beaucoup de conséquences au sol. Mais du coup, au sol, c'est des grandes installations d'un coup, etc. Ça, ça représente. Et ça fait un dossier unique EDF. Oui, je sais. Mais là où on va en mettre, c'est ça, pour 10 mégas, on va mettre en moyenne entre 25 et 30 dossiers. Par contre, bon, il n'y a pas de réseau supplémentaire à créer, il n'y a pas de. Non. Il y a peut-être des aménagements à faire sur le. Il y a des aménagements au préalable qui sont obligés d'anticiper parce que 10 mégas, pour mettre sur un réseau, c'est autre chose aussi. Pour renforcer, voilà. Par contre, je dirais que l'avantage, une nouvelle fois, c'est peut-être le maillage sur le réseau pour le stabiliser. En tout cas, dans la journée. Voilà. Et puis, quand ils font 10 mégas sur une centrale au sol, sur 7 ans, peut-être 10 déjà, avec les recours administratifs aussi, ça. Nous, on en a fait 40, mais disséminés sur le territoire nous important.
Ça vous allez plus vite, quoi. Oui, alors moi je défends très Ah oui, non, mais. Je suis parti dans Désolé. Il nous reste quelques 2-3 minutes pour les questions. Et après, je conclurai. Pour finir, voilà, il y avait d'autres questions derrière moi. Non. Vous avez parlé. A priori, non. Vous voulez faire le point sur la PPE, parce que j'ai compris, et qui mise beaucoup sur le développement du photovoltaïque. C'est ce qu'ils veulent développer en fait, parce qu'il est indiqué comme développement le plus fort en énergie, production d'énergie mondiale, c'est le photovoltaïque. Voilà. Voilà. Je n'étais pas là, voilà, c'était avec comme objectif que le Laribo soit plus en base et en dessous. Oui. C'est ce qui a été annoncé. Oui, Voilà, oui, c'était oui, ça, oui, elle a oui. dit la réunion pour ça. C'est à partir de 2010. Et a commencé la conservation de 3 mois. Donc, elle a été présentée, les objectifs, etc. ont été présentés, sont disponibles. Une demande, vous avez j'ai rien à faire. Et vous avez juste oui, voilà, j'ai mis. Et je suis 3 mois, je dis, mais vous pouvez remonter les questions. Est-ce qu'il vous reste des questions? Sinon, je vais conclure et après, je vous inviterai à poursuivre vos échanges autour d'un jus frais et de... Qu'est-ce qu'on a à manger? Et des acras. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je me permets de vous présenter l'agenda d'Aqua pour 2025. Donc, comme je vous dis, on propose des formations, surtout à destination tout public, mais c'est principalement les professionnels. Donc, il y en a une sur l'architecture bioclimatique qui se fera en mars. C'est les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Construire en terre crue avec Dario Angulo, qui est un architecte colombien, également gérant d'une entreprise de BTC. Et l'éternelle réglementation sanitaire et aération, la réglementation applicable en Guyane. On fait ça en cette fin d'année. La nouveauté de cette année, c'est cette formation-là donc sur le réemploi. C'est une commande de Valobat et on a répondu avec la fédération Éco-Construction Navet, on ne tient absolument pas les logos. Et vous avez les thématiques qui sont ici. Donc, il y a un premier teaser, un premier module d'une demi-journée qui sera en avril sur les enjeux du réemploi. En mai, on refait une demi-journée où là, on parle de retour d'expérience. On va essayer d'avoir des retours d'expérience en Guyane, en Guadeloupe et peut-être à La Réunion, s'ils me répondent. Et en juin, par contre, on fait la totale, les 6 modules. On reprend les enjeux, c'est le même qu'on va refaire. Le retour d'expérience, on le voit ici. Et là, voilà, en 11, le 12, le 19, le 20 et le 24, là, on va parler du diagnostic PEFD, du diagnostic ressources, de la plateforme de réemploi et de la dépôt sélective. Voilà, tous les métiers qu'il faut développer pour faire du réemploi et respecter les réglementations qui sont d'ores et déjà applicables. On fait également de la terre, c'est l'année de la terre à Aqua. Donc, il y a une série d'ateliers sur une journée, il faut que vous trouviez 4 heures. J'ai mis ça le mercredi, on vous puissiez vous libérer si ça vous intéresse. Ça se passe à la fabrique du Dégrade, au Dégrade des Cannes, et les inscriptions se font sur leur site internet. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez surtout pas à me contacter et à me demander de mettre ça en plus gros pour qu'on puisse le lire la prochaine fois. Et niveau des REP, donc vous avez vu, c'est un format maintenant que vous connaissez, il y a plusieurs thématiques qui vont être déroulées au cours de l'année. Je n'ai pas les dates en tête, elles sont sur l'agenda, je ne sais pas dans quel ordre on va faire, ça dépendra de l'intervenant. On va parler de flux de soleil, on va parler de tertiaire, je crois que c'est la prochaine, c'est tertiaire à mon avis. On va parler RTA-DOM, on va essayer de voir voilà, les actualités, contrôle réglementaire, tout ça, questions-réponses. La climatisation aussi et les équipements solaires. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux que j'ai pas remis mais que j'avais mis tout à l'heure. Donc on est sur Facebook, sur LinkedIn, notre chaîne YouTube et c'était quoi le dernier? WhatsApp. On a avec nos chaînes WhatsApp. Tu veux nous en parler? Peut-être pas. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt, j'espère. Complémentaire avec. Je me permets une dernière question pour les intervenants. Est-ce que c'est OK pour vous si je diffuse vos supports aux participants? Ouais. Monsieur Robert? Oui. C'est OK pour vous si je diffuse votre support aux participants? Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, comme il y a les coordonnées dessus, allez-y, hein, envoyez-moi toutes sortes de questions, j'y répondrai dans les meilleurs délais. Super. Merci.